Alors, du coup, bah, moi, c'est Yana. Je suis créateur de contenu sur différentes plateformes, TikTok, Instagram et aussi Brut. Et j'ai la chance, du coup, de pouvoir sur Brut avoir des chroniques, dont une chronique santé que j'anime avec Laure. Et donc moi, je suis Laure Gessler, je participe effectivement à ces live bruts sur le thème de la santé puisque je suis médecin généraliste. J'ai également un diplôme, merci, on est confrères. Ouais, j'ai un diplôme de santé de la mère et de l'enfant, c'est comme ça qu'il est intitulé, mais j'aime pas trop l'intituler, j'avoue que j'aime bien dire la mère et du père et de l'enfant et de journalisme médical. Donc j'officie sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Je fais un petit peu de radio et de télé. Et j'aime beaucoup vulgariser la santé, faire de la prévention. Et voilà, ça se limite à ça. Puis à vous. Et, et moi, je suis. Ça va, vous m'entendez correctement? Oui. Oui. Moi, enfin, mon pseudonyme est Martin Winkler, je m'appelle Marc Zafran, j'ai été médecin généraliste comme Laure pendant 25 ans. J'ai fait de la vulgarisation médicale aussi, j'écris des romans et je suis très content de savoir que l'information qui est donnée à tout le monde, parce qu'effectivement, tu as raison, Laure, il n'y a pas que, enfin, il faut en donner beaucoup, beaucoup aux femmes parce qu'elles en ont beaucoup besoin, mais il faut aussi informer les hommes qui parfois en ont besoin aussi. Je suis très content qu'il y ait autant de jeunes gens qui fassent de la vulgarisation médicale aujourd'hui parce que c'est indispensable. Ouais, c'est gentil, je suis bien d'accord. Je pense que ça fait vraiment partie des clés pour maîtriser sa santé. Déjà, il faut vraiment passer par cette phase où on la comprend. Et après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais en tout cas, on choisit en connaissant les causes, les choses, les conséquences. Absolument. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, parce que la thématique aujourd'hui, c'est la santé des femmes et cette préoccupation qu'il peut y avoir dans le corps médical. Du coup, pourquoi la préoccupation de la santé des femmes est une prérogative à surveiller dans le corps médical? Pourquoi est-ce que c'est important de sensibiliser et d'y avoir une certaine attention? Euh, alors, il faudrait que tu me précises ta question. Euh, Est-ce que tu parles du point de vue des femmes ou est-ce que tu parles du point de vue des professionnels de Des, santé? alors, bah, des deux, du coup. Je pense qu'on pourrait commencer déjà par les professionnels de santé. Pourquoi est-ce que c'est Ouais. important, en fait, de sensibiliser, de connaître aussi cette santé des femmes que beaucoup de gens connaissent, enfin, beaucoup de professionnels ont tendance des fois à négliger, pas tous, hein, faut pas stigmatiser, mais certains bah, le négligent un peu. Et pourquoi est-ce que c'est important au sein des patients? Vous voulez que je réponde? Ouais, avec plaisir. Oui. Alors, comme je suis le plus âgé ici, je peux témoigner du fait que la santé des femmes, c'est quelque chose qui pendant très longtemps n'a pas été enseigné aux médecins. Qui n'a pas été enseigné aux médecins, et j'espère que c'est un peu mieux enseigné aujourd'hui, mais il y a une réalité toute simple, qui est la physiologie des femmes et plus largement des personnes qui ont un utérus. La physiologie des personnes qui ont un utérus et un ovaire est infiniment plus compliquée que la physiologie des personnes qui ont des testicules. Dans la vie, je vais simplifier, hein, mais enfin vous entendez que je le dis de façon générique. Dans la vie d'un homme, il y a un événement physiologique, c'est la puberté. Après, c'est tout. Dans la vie d'une femme ou d'une personne qui a un utérus et des ovaires, c'est autrement plus compliqué, plus fréquent, plus problématique que ça. Et en plus, la possibilité de porter une grossesse s'accompagne d'un système immunitaire très compliqué, très sensible, très sophistiqué, mais parce qu'il est très sensible et sophistiqué, il peut se mettre à faire des problèmes n'importe quand. C'est pour ça que, par exemple, toutes les maladies auto-immunes sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Par conséquent, ma position aujourd'hui, c'est une position que j'ai acquise voilà, en 30 ans ou 40 ans. Ma position aujourd'hui, c'est que quand on forme des professionnels de santé, on devrait d'abord les former à la santé des femmes. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins. C'est la plus complexe. Elle devrait être enseignée à tout le monde. C'est scandaleux que les généralistes ne soient pas formés à la santé des femmes alors que c'est eux qui voient le plus de, elles qui voient le plus de femmes. C'est scandaleux. Je veux dire, qu'il y ait un petit millier de gynécologues obstétriciens qui est de la physiologie et de la pathologie féminine
gardé comme une sorte de secret. C'est scandaleux, scandaleux. Hein. Les soins de premier recours, ce qu'on appelle les soins primaires, c'est 70% de femmes qui consultent. Donc on devrait former tous les professionnels de santé, toutes les professionnels de santé à la santé des femmes. Ça, c'est quelque chose qui est la base élémentaire du soin fondé sur la science. Bon. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet obscurantisme scientifique n'est pas complètement un hasard. Il est lié à l'obscurantisme idéologique des professionnels de santé en France, qui pendant très longtemps étaient majoritairement des hommes, et puis qui pendant très longtemps étaient d'un sexisme furieux. Bon, donc les bonnes femmes, c'est le problème de bonnes femmes, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça le soin. Le soin, c'est on soigne tout le monde. On fait pas le tri. Les personnes viennent, elles souffrent, on s'occupe d'elles. Donc, si on veut pouvoir faire ça, il faut s'intéresser à tout le monde. Et il faut avoir le même respect pour tout le monde. Par extension, les personnes gays, les personnes lesbiennes, les personnes transgenres, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cadres ne sont pas bien soignées. Pourquoi? Parce que la médecine française et puis l'idéologie des médecins n'existent plus. Comme s'ils n'existaient pas, ou comme si en tout cas ils ne méritaient pas qu'on s'occupe d'eux ou d'elles. Donc, ça c'est le boulot que j'essaye de faire depuis 30 ans, c'est d'attirer l'attention non seulement du public mais aussi des professionnels sur le fait que on ne peut pas soigner avec des préjugés, on ne peut pas soigner avec des voiles devant les yeux, bon. Et que si on veut véritablement mériter le nom de soignantes et de soignants et de professionnels de santé, c'est très important d'ouvrir ses horizons, d'aller apprendre avec les gens qui sont les premiers concernés, et puis de se défaire. Et je veux dire, j'étais pas mieux formé que les autres, hein, quand j'ai commencé à exercer. Simplement, je suis allé bosser dans un centre de planification, donc un centre de santé des femmes. Et à partir du moment où j'étais dans le centre de santé des femmes, moi j'avais envie d'apprendre, parce que je pensais pas que je savais tout, au contraire. Les femmes, les personnes transgenres, j'ai suivi des personnes transgenres il y a 25 ans, 30 ans, parce que il y en avait qui venaient de Rennes, parce qu'il y avait personne dans le secteur qui voulait s'occuper d'elles. Et j'apprenais. Elles m'apprenaient comment m'occuper d'elles ou m'occuper d'eux. Et un bon professionnel, une bonne professionnelle, c'est quelqu'un qui apprend au contact des gens qui viennent. Donc c'est pour ça que et je veux juste finir, parce que ça m'emmène vers une idée très précise, c'est que précisément l'obscurantisme idéologique et scientifique des professionnels de santé en France, il s'accompagne aussi, d'une surdité symbolique, c'est-à-dire que ils pensent qu'ils peuvent pas apprendre quoi que ce soit, puisqu'ils savent tout. Ils ont tout appris en fac de médecine, ils pensent qu'ils peuvent rien apprendre. Alors que c'est exactement le contraire. Quand on sort de fac de médecine, on sait beaucoup de choses, mais on commence à apprendre à soigner, parce qu'on peut pas se soigner si on n'écoute pas ce que les gens nous disent en face de nous. Ouais, c'est très juste. Et puis, cette surdité, je pense qu'on peut l'avoir aussi vis-à-vis des patients, puisque la base aussi, c'est que finalement, enfin, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais on apprend aussi beaucoup des patients, voilà, de leurs plaintes, de leurs ressentis. Et je pense que c'est peut-être des erreurs qu'on peut être amené à faire, c'est de faire finalement ce qu'on apprend un peu dans les bouquins, mais pas entendre vraiment directement ce que va dire individuellement la patiente ou le patient dans son ressenti, dans sa chair, quoi. Si tu veux, en plus, c'est du simple bon sens. C'est-à-dire que tu sais pas si quelqu'un a mal si tu écoutes pas la personne te dire j'ai mal. Et là où ça devient tordu, c'est que par exemple, et ça c'est dans tous les pays, hein, c'est pas spécial à la France, on croit moins souvent les femmes que les hommes quand elles disent j'ai mal. On les soulage moins bien, on fait moins bien le diagnostic, on leur donne moins d'antalgiques. Donc il y a des préjugés qui sont très fortement ancré chez tout le monde. Et c'est la même chose avec les praticiennes femmes. C'est un peu moins important, mais il y a aussi beaucoup de praticiennes femmes qui soignent moins bien les femmes que les hommes, parce qu'elles ont des préjugés, elles ne les croient pas. Mais
encore une fois, le simple bon sens, c'est comment est-ce que je sais que quelqu'un souffre si je ne l'écoute pas? Et si je ne le crois pas ou je ne la crois pas, comment est-ce que je peux la soigner? Donc, il y a tout une sorte de changement de paradigme à faire, de déclic à obtenir. C'est la personne qui est en face de moi, je pars du principe, et j'ai fait ça très progressivement, mais il est arrivé un moment où je m'en suis rendu compte, je pars du principe qu'elle me dit toujours la vérité. Alors j'avais des confrères qui me disaient ouais mais c'est pas vrai, il y a des gens qui te racontent des trucs. Je dis peut-être, mais si sur 100 personnes il y en a 2 qui me racontent quelque chose qui n'est pas vrai, je vais pas pénaliser les 98 autres. Et puis si elle me raconte quelque chose qui n'est pas vrai, c'est pas très grave. Est-ce que ça me lèse moi? Non. Donc par principe, et ça c'est un principe éthique simple, il faut croire tout le monde. Ça veut donc bien dire que il y a un énorme travail à faire de la part des professionnels, mais il y a aussi un énorme travail à faire de la part des usagers et des usagers qui doivent défendre leur point de vue vis-à-vis des professionnels de santé en disant si vous ne me croyez pas, je ne peux pas faire appel à vous. Tout à fait. C'est votre obligation de me croire. Ouais, que le lien de confiance soit vraiment intact, parce que quand il y a cette perte de confiance, de toute façon, je pense qu'on peut pas avancer. Je pense que de manière générale, s'il n'y a pas ce lien très fort, très intriqué avec un médecin, faut vraiment changer. Faut aller voir ailleurs. Ouais. Mais du coup, quand on parle de la santé des femmes, c'est vraiment dans tous les domaines médicaux, que ce soit du médecin généraliste au gynécologue, au dermatologue, c'est vraiment tout, ça englobe tous ces corps de métier-là. Absolument. Absolument. Et le problème, c'est que, tu vois, bon, moi j'ai commencé par la contraception, qui était la chose qui était la plus, comment dirais-je, élémentaire dans la médecine générale, parce que tu voyais des femmes qui voulaient être enceintes, qui voulaient pas être enceintes, qui étaient enceintes, etc. Qui venaient au centre d'interruption de grossesse parce qu'elles voulaient interrompre leur grossesse. Et qui voulaient pas que ça se reproduise, parce qu'elles étaient jamais très contentes. Elles étaient contentes que ça puisse se faire, mais elles n'étaient pas très contentes d'être obligées de le faire. Donc, et là, tu as affaire à des femmes qui sont en bonne santé, qui sont pas malades. Ce qu'elles te demandent, c'est de les aider à faire un choix de vie. Je veux pas être enceinte tous les 4 matins. Ou je veux pas être enceinte du tout. Ou je veux pas être enceinte en ce moment. Ou je veux pas être enceinte avec ce type-là. C'est donc des choix de vie. Et ça veut donc dire qu'elles viennent avec des valeurs. Et les professionnels de santé, ça c'est un gros problème, ils sont éduqués dans l'idée que leurs valeurs sont supérieures à celles des personnes dont ils s'occupent. Ce qui n'est pas vrai. Leurs valeurs sont respectables, mais les valeurs des gens dont ils s'occupent sont aussi respectables. Et s'il y a autant de conflits entre, en particulier les femmes, et d'un point de vue général, les personnes minorisées, s'il y a autant de conflits entre les femmes, les personnes minorisées et les professionnels de santé, c'est parce qu'ils sont dans cette posture idéologique qui est de penser qu'ils savent mieux que les gens qui font appel à eux, ce qui est bon pour elles. Ce qui n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Si un de leurs confrères venait leur dire ah non mon vieux là, je sais pas pourquoi t'es marié avec cette femme ou t'es marié avec cet homme, lui dirait mais de quoi je me mêle? Bien sûr. Moi, quand vous me parlez de ça, moi je pense à une affaire tragique, celle de Naomi Musanga. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'est Bien sûr. une jeune femme du coup qui avait des douleurs affreuses au ventre, qui a appelé du coup le SAMU et on lui a juste dit bah, qu'elle avait peut-être ses règles ou qu'elle avait quelque chose comme ça, qu'elle devait prendre des Doliprane ou un calmant et que ça passerait. Et elle a fait une descente d'organes et elle est morte peu de temps après. Mmh. Et du coup, là, avec cet exemple-là, on peut vraiment voir qu'il y a qu'on sait mieux en fait que le patient, enfin qu'on sait mieux que la personne qui ressent la douleur, des fois, enfin que certains professionnels pensent mieux savoir que les patients. Et là, dans cette affaire-là, bah, ce qui est dramatique, c'est qu'on s'est vraiment moqué en fait de sa douleur en disant qu'elle avait peut-être ses règles ou que ça passerait. Et elle est morte. Et elle avait comment dirais-je, deux choses en sa défaveur, c'est qu'elle était une femme et elle était racisée. Donc en plus,
il y avait du racisme dedans. C'est-à-dire que parce qu'elle s'exprimait pas comme se serait exprimée une femme trentenaire parisienne, et que donc elle avait sûrement une façon de parler, un vocabulaire, je ne sais pas moi, des intonations qui ne plaisaient pas aux gens qui l'écoutaient. On a dit, oh ouais, mais ça aussi, ça témoigne d'un état d'esprit extrêmement général dans les professions de santé, qui est cet état d'esprit de préjugés. Alors que, et ça vient aussi, moi ça fait 15 ans que je vis au Canada, je vois très bien ce que ça change. Ça vient aussi du fait que quand une profession n'est pas, comment dire, multiethnique, on va dire, hein, comme on dit ici, diversifiée, c'est-à-dire que la profession est majoritairement blanche et masculine, ben, ça va être les préjugés blancs et masculins qui vont s'exercer sur la population. Quand il y a une population qui est beaucoup plus diverse, je me souviens de groupes d'écriture que j'ai fait avec des étudiants en médecine, des étudiantes en médecine de l'université McGill à Montréal, où il y avait, parmi les 15 personnes, il y avait d'abord 2 tiers de femmes, il y en avait la moitié ou un tiers qui disait ouvertement être gay, il y avait une étudiante transgenre, il y avait deux étudiantes qui étaient originaires de nations autochtones. Bon, enfin, bref, quand il y a une diversité comme celle-là, il y en avait plusieurs qui parlaient d'autres langues que l'anglais ou le français. Quand il y a une diversité comme celle-là, ben, tu es prêt, quand il y a un corps professionnel qui est aussi divers, tu es prêt à accueillir beaucoup de gens. Pas tout le monde, parce que c'est jamais possible, mais beaucoup de gens. Puis, ça crée une compréhension, une tolérance, une souplesse, parce que pour être soigné, il faut être souple, faut être imaginatif, faut avoir de l'humour, faut être gentil, bon. Donc ça demande une souplesse dans laquelle on ne forme pas encore tout le monde en France. Ça avance petit à petit, mais on a 150 ans derrière, ou 200 ans. Faut pas oublier que les médecins, ils ont été formés par l'Église catholique jusqu'en 1789. Ouais, c'est juste Et que, tout à déconstruire. voilà, donc toute l'idéologie catholique, apostolique et romaine, elle est encore encore bien là, quoi. Donc c'est ça aussi à quoi il faut faire, comment dirais-je, qu'il faut souligner dans le corps professionnel, mais aussi dans la population. C'est que plus les professions de santé vont se diversifier, et mieux ce sera pour tout le monde. Bien sûr. Et ce que je trouve aussi triste dans cette affaire-là, pour vous dire une dernière fois, c'était qu'on aurait pu penser que, parce que du coup, la personne qu'elle avait en face, enfin, à l'autre bout du téléphone, c'était une autre femme. Et du coup, aussi, je pense que c'est vraiment tout le corps médical, c'est pas forcément la formation, enfin, revoir la formation sur la santé des femmes, sur la santé en général, en fait, sur prendre en considération le patient. Je pense que tout le monde, qu'on soit homme ou femme, il faudrait vraiment qu'il y ait une reformation. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Ah bah ça m'a oui. fendu le cœur de savoir que du coup, une autre femme qui pouvait comprendre un peu mieux, enfin, dans l'imaginaire d'une personne comme moi, enfin, un viewer qui voit ce qui s'est passé, j'aurais pu me dire que bah, une femme aurait pu mieux comprendre une femme, et au final, pas du tout en fait. J'ai cru ça longtemps aussi, mais J'aurais pu me dire que bah, une femme aurait pu mieux comprendre une femme, et au final, pas du tout en fait. j'ai cru ça longtemps aussi, mais tu veux, si on pense que les femmes et les hommes sont égaux, ça veut dire que les préjugés ils sont égaux des deux côtés, enfin égaux, équivalents. Et que on peut pas les faire. Puis les préjugés, c'est un truc qui est probablement très ancré dans notre façon de fonctionner intellectuellement, enfin dans notre cerveau. Hein. La peur, par exemple, c'est un réflexe de défense que nous avons tous et qui nous permet justement de ne pas aller se faire bouffer par de ne pas tomber dans le ravin, par exemple, de ne pas tomber dans un trou, ou de ne pas s'approcher trop près du bord et de tomber et de se faire mal. Donc, cette peur, des fois, elle est attachée à des objets, entre guillemets, c'est-à-dire à des faits, des personnes très bizarres pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours.
et ça crée des préjugés. C'est-à-dire, cette personne me fait peur pour des raisons que je comprends pas, et donc je vais soit la repousser, soit franchement être méchant avec elle. Et ce travail de lutte contre les préjugés, tu as raison, absolument, c'est quelque chose qui, doit concerner tout le monde, et puis qui doit commencer tout petit. Et puis, vas-y Laure, vas-y. Pardon. Et c'est le même mécanisme finalement que le racisme. Tout part d'une peur en fait. On a peur, on crée des Exactement, préjugés et finalement ça devient des stéréotypes. C'est vraiment exactement. le cheminement logique. Et cette peur, elle est souvent là parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui sont les transsexuels, qui sont les personnes d'une autre couleur. Enfin, c'est toujours le même cheminement en fait. Et c'est vrai qu'on doit tous évoluer dans ce sens-là. Ouais. Oui, absolument. Je pense on est victime, si tu veux, du fait que on a des mécanismes de défense qui sont vieux enfin, qui ont 2 millions d'années, hein, qui ont été modelés par l'évolution, mais et qui étaient peut-être adaptés il y a, je sais pas moi, 50 000 ans, quand on vivait tous dans des tribus séparées, mais qui, dans un monde comme le nôtre où tout le monde est mélangé, ne sont plus adaptés. Mhm. Euh, parce que tu vas au supermarché acheter ton kilo de tomates, tu peux avoir des gens, de tous les gens, de toutes les couleurs autour de toi, vous allez tous acheter le même kilo de tomates, puis vous n'allez pas vous taper dessus pour acheter ce kilo de tomates. Donc c'est plus adapté, mais ça reste, et comme ça n'est jamais, comment dire, nommé, hein, moi je rêve par exemple d'une fac de médecine dans laquelle on commencerait par enseigner aux étudiants ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire, alors il y a les préjugés dedans, mais c'est tout ce qui, dans leur mode de pensée, fait penser de travers, les fait penser faussement. Parce que dès qu'on commence à prendre conscience de ces biais cognitifs, c'est-à-dire que, voilà, je juge par exemple de la santé de quelqu'un en fonction de son gabarit. Si elle est trop maigre ou si elle est trop enveloppée à mon point de vue, elle ne doit pas être en bonne santé. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est les biais cognitifs que j'ai dans la tête, c'est-à-dire ce qui me paraît entre guillemets normal comme gabarit, c'est d'abord pas ce qui paraît normal à la personne voisine, et puis c'est pas du tout ce que la personne que je regarde trouve normal non plus. Donc déjà, si on prenait conscience de ça, on dirait ah ouais, bon ben ouais. J'avais un copain quand j'étais à l'école primaire et au collège, un copain qui avait fait la polio et qui avait un bras paralysé. Et donc, je crois qu'il était droitier, il avait dû apprendre à écrire de la main gauche, mais forcément, comme il avait dû apprendre à écrire de la main qui n'était pas dominante, il écrivait moins bien que s'il avait écrit avec sa main droite. Et donc, comme il n'écrivait pas aussi clairement que les autres, il se faisait saquer tout le temps parce qu'il faisait, entre guillemets, des fautes d'orthographe que des fois il n'avait pas faites. C'est juste que... Et l'instit qu'il avait, selon que c'était un instit qui connaissait le gamin et puis qui lui lâchait un peu la grappe et qui lui disait non, bah ça va, c'est pas grave. Ou que c'était un instit qui disait ben non, lui il est paresseux, il fait pas d'efforts. C'était dégueulasse, enfin, je veux dire, on était révoltés. Bien sûr. Donc, et ça, encore une fois, c'est du simple bon sens. C'est même pas, ça demande même pas d'avoir fait de la neurophysiologie ou de la neuropsychologie pour le comprendre. Ça demande simplement d'être un peu ouvert. Après, c'est très compliqué hein, de faire changer. Enfin, il faut qu'on y arrive, il faut que ça change, que ça bouge. Moi, par exemple, je parle de ma situation personnelle, je suis en situation de handicap, je suis déficient visuel, ça se voit pas, j'ai un handicap invisible. Et au sein de la faculté, par exemple, bah, en fait, comme ça ne se voit pas, ils pensent que je suis une personne lambda et que j'ai les mêmes capacités qu'une personne lambda. Mmh. Les conditions d'examen sont aménagées, mais en fait, toutes les personnes qui ont un handicap auront le même traitement. Donc, qu'on soit Mmh. dyslexique ou déficient visuel, ce sera toujours le tiers-temps. Mais en fait, les handicaps ne sont pas pareils. Moi, par exemple, je prends Bien sûr. 45 minutes pour lire une page.
Et donc, j'ai pas les mêmes prérogatives, j'ai pas les mêmes capacités qu'une personne qui est dyslexique ou une personne qui est lambda. Mais on nous explique du Mm. coup qu'il y a un problème de fond et de moyens et que c'est pas possible de mettre ça en place. Alors qu'en réalité, c'est très logique, hein. On pourrait juste composer l'examen normalement et juste indiquer que bah, c'est un tiers-temps. Donc ce serait pas discriminatoire parce que du coup, enfin, ce serait toujours anonyme, mais il peut y avoir des choses qui se font. Mais le problème, c'est que notre société n'a pas envie d'évoluer ou de changer vite. En France, on prend un peu le temps. Et tu as raison de souligner que c'est un problème social et politique, parce que, par exemple, ici au Canada, ce genre de problème est pris en compte Ok. à l'école. Et par exemple, mais dans tout, ma compagne travaille dans un service fédéral où on évalue le niveau de langue de quelqu'un qui veut travailler pour le gouvernement fédéral. Et donc, elle évalue l'anglais, parce qu'elle est anglophone. Mais il y a des niveaux. Et en plus, les personnes qui ont un handicap ou une situation de handicap, ils ont un traitement spécial adapté à leur type de handicap pour évaluer leur niveau de français pour savoir. Donc, c'est possible. Il faut juste vouloir le faire. C'est-à-dire, il faut vouloir mettre de l'argent dans la conception de services qui vont être véritablement des services qui sont destinés à la population. C'est la même chose que les rampes d'accès dans les immeubles pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou les personnes qui ont du mal à marcher. Tu viens ici n'importe où dans une grande ville, tu as des rampes d'accès partout. T'as même des bateaux dans les trottoirs, évidemment dans les bus. Bon. Et ça, moi, ça fait 15 ans, 20 ans que je le vois. Ça a toujours été comme ça depuis très longtemps. Donc ça veut dire que c'est aussi une question politique, euh, que quand on élit des gens, quand dans leur discours il y a ouais mais moi c'est important pour moi. Je pense qu'on devrait par exemple élire beaucoup plus de personnes que le corps politique devrait être beaucoup plus diversifié. Euh, et diversifié de façon ouverte, c'est-à-dire des personnes handicapées, des personnes lesbiennes, des personnes gays, des personnes transgenres. Euh, bon, alors, ici, ça fait un moment, mais que les hommes politiques ou les femmes politiques disent ou viennent ou bon. Mais en France, on n'est encore pas. Après, c'est vrai que les choix politiques font qu'il y a un manque de moyens tel que, au niveau de la formation, forcément, c'est plus compliqué, mais aussi les erreurs médicales, celles dont tu parles, il y en a. Voilà, moi, j'ai pas forcément la fin de l'histoire, mais je peux imaginer que ce qui se passe aux urgences, notamment en France, c'est très représentatif aussi, hein. Il y a des délais d'attente, voilà, des choix à faire pour les médecins qui travaillent. Non, je suis pas en train euh, de minimiser les faits, hein. Je dis juste que voilà, s'il y avait plus de moyens, ce serait forcément un peu mieux. Bah là, c'est juste que le C'est, site, je, ils ont pas pris en considération son appel et Mm. ils lui ont juste dit d'attendre, de patienter et en fait, Ouais, j'entends. elle est morte. C'est juste que, Ouais, enfin, j'entends. parce que je pense aussi qu'il y a énormément d'abus aussi, parce qu'il faut pas venir stigmatiser aussi ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'abus de personnes qui appellent pour, enfin, et qui saturent en fait les urgences. alors, Yana, si tu permets, en matière de santé, l'abus, ça n'existe pas. Ok. Je m'explique. Un abus, si tu veux, dans un système de santé publique, c'est-à-dire dans un système dans lequel ce que tu demandes, c'est des soins, c'est pas de l'argent. Tu ne vas pas à l'hôpital en disant donnez-moi 500 balles. Non, tu vas à l'hôpital en disant j'ai besoin de soins. Le, 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 le continuum des soins dont quelqu'un peut avoir besoin est immense. Ça peut être simplement d'être rassuré, ça peut être une intervention lourde. Mais entre les deux, il y a énormément de choses. Et il y a toujours, dans toutes les situations, que ce soit la plus simple ou la plus complexe, il y a toujours de la peur, de l'angoisse, du chagrin, l'impression de la culpabilité, de la honte. Donc déjà, si on formait les professionnels de santé à prendre en compte tout ça, et à être consciente et conscient de tout ça, ça aiderait beaucoup. C'est-à-dire que les personnes qui sont perçues comme
abusant du système, elle serait perçue autrement. Elle serait perçue comme des personnes seules, comme des personnes qui sont angoissées, comme des personnes qui, encore une fois, ont peur, ou qui peut-être ont des douleurs chroniques, mais qu'on n'a jamais identifiées, parce que moi j'en ai vu développer des personnes comme ça qui venaient, qui étaient traitées comme étant des enquiquineurs ou des enquiquineuses, et qui en fait avaient un problème réel qui n'était pas visible. Et je veux dire, tu es sensible à ça, qui n'était pas visible, la douleur en particulier, ben, ça se voit pas. Si tu crois pas à les gens, tu peux pas la prendre en compte. Donc pour moi j'ai passé ma vie de professionnel en disant ça. Un abus, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'abus en santé. Si tu penses que le patient abuse, c'est que tu n'as pas identifié ce qui se passe. Et si tu n'as pas identifié ce qui se passe, c'est que tu l'écoutes pas. Pourquoi Parce que oui, on a besoin de moyens, bien sûr. Oui, on a besoin de bonnes conditions de travail, bien sûr. Mais on est responsable de ses actes. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'entends des fois des gens qui disent « Ah bah ouais, mais on a de mauvaises conditions de travail. » Bon. Mais quand ils font un diagnostic et qu'ils disent « Je veux que le patient y vienne », là, on dit « Ben oui, d'accord, on va écouter ce que tu dis. » Si tu fais une connerie et que toi t'écoutes pas, il faut aussi, tu peux pas te décharger, tu peux pas dire je suis responsable comme je peux prescrire, mais je suis pas responsable quand ça se passe mal. Non, ou bien tu es responsable, ou bien t'es pas responsable. Tu peux être surchargé de boulot, tu peux être toi-même fatigué, angoissé, avoir des problèmes d'impôt ou de couple, ce que je veux, très bien, mais tu es quand même responsable de ce que tu fais. Donc, pour moi, si tu veux, c'est très clair. Il y a une responsabilité sociale, politique, institutionnelle, très bien, mais on a aussi une responsabilité individuelle. C'est-à-dire que mon patron m'a engueulé, très bien, bon, j'ai eu envie de lui casser la gueule, très bien, et quand le patient vient en face, il y est pour rien. Et moi, mon boulot de professionnel, c'est de répondre au patient en faisant abstraction et en me disant, bon, je vais laisser mon patron de côté, j'irai le pousser par la fenêtre tout à l'heure, mais pour le moment, j'ai un patient, il faut que je m'occupe. Tu vois, et ça aussi, on apprend à le faire. J'ai appris à le faire. Je ne savais pas le faire quand j'étais un jeune médecin. On apprend. Quand on a la chance de rencontrer des gens qui t'apprennent à faire ça. Donc, il y a ça, il faut bien voir ça aussi. Hein. C'est qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos des conditions de travail. Parce qu'autrement, tu vas dans des pays en développement dans lesquels ils n'ont rien, et tu vois ce qu'ils sont capables de faire, et tu te dis, ouais, c'est pas juste une question de moyens, tu vois. Après, je trouve ça un peu paradoxal du coup, parce que, enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ce qui me fait un peu de la peine en tant que juste spectateur et qui n'est pas dans le monde professionnel, qui est un patient au final, c'est que les professionnels sont censés aider les patients. Et du coup, savoir qu'il y a un manque de conscientisation que que le patient qui vient vers un professionnel a une souffrance, a mal, etc., et qu'on le rejette, je me dis, est-ce que la personne a trouvé sa vraie voie en fait? Peut-être que du coup, le problème, c'est dans la formation et voir si le professionnel de santé a vraiment envie de faire son métier, de faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire aider l'autre, aider le patient, quel que soit son problème. Peut-être que le problème vient dès le départ, en fait, dans la formation. Tu as absolument raison. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pas de la tarte de soigner. C'est pas un métier facile. C'est un métier exigeant. C'est un métier fatigant. C'est un métier qui peut être déprimant par moment. Donc, il faut être costaud. Et puis, il faut se soigner soi-même aussi. Mais, dès le départ, il faudrait qu'on le sache. Puis, dès le départ, il faudrait que quand on fait la sélection, si sélection il devrait y avoir, moi j'ai d'autres idées là-dessus, mais enfin, si on sélectionne, moi j'ai d'autres idées là-dessus, mais enfin, si on sélectionne les gens qui vont soigner, il faudrait qu'on tienne compte de ça en disant, ok, il faut que vous soyez non pas des bêtes à concours, parce que dans bêtes à concours, il y a bêtes. Des bêtes à concours qui vont engranger. Non, il faut que vous soyez des gens gentils. Il faut que vous soyez des gens patients. Il faut que vous soyez des gens souriants. Il faut que vous ayez le sens de l'humour. Il faut que vous soyez curieux. Quelqu'un qui s'amène avec une personne et puis vous savez pas qui c'est, vous dites ah bah présentez-moi comment ça se fait que vous êtes venus tous les deux ou toutes les deux. Faut être ouvert. Ça c'est des qualités qu'on devrait sélectionner. Tu as raison.
des gens qui ne sont pas capables de faire état de ces qualités ne devraient pas faire ce métier. Ou alors, il faut qu'ils les acquièrent en même temps qu'ils apprennent et qu'ils sachent que ça fait partie des exigences qu'on aura d'eux avant qu'on les autorise à exercer. Et tu vois à quel point c'est, comment dirais-je, c'est un changement de paradigme, c'est un changement d'optique, c'est un changement même de concept dans la formation des soignants. Ça, c'est la révolution. Mhm. Et là, on a pu voir récemment, côté actualité, pour rebondir un peu sur ce qui se passe aussi, mais à l'étranger, dans l'actualité américaine, il y a la Cour suprême qui a annulé le droit à l'avortement. Et du coup, quels sont les risques majeurs pour les femmes et est-ce que vous pensez que ça aura un impact en fait, comment dire, sur cette réflexion-là d'un point de vue international? Oui, bien sûr, ça va. Alors, ce que la Cour suprême a fait, et il faut le savoir, c'est que depuis 50 ans, le droit à l'avortement, c'était un droit qui était considéré comme constitutionnel. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le réfuter. Et ça, c'était important parce que ça voulait dire qu'aucun État ne pouvait passer de loi contre l'avortement depuis 50 ans. Maintenant, il y a des États qui peuvent le faire. Mais d'une part, tous les États ne vont pas le faire. Il y a même des États qui sont en train de renforcer les droits des femmes par rapport à ça. Et ça, c'est important parce que c'est une pression qui s'exerce sur les États qui sont contre l'avortement. Et c'est une pression aussi d'attraction pour le public qui vit dans ces États-là et qui disent moi, je veux pas qu'on m'interdise d'avorter, je vais voter pour quelqu'un d'autre la prochaine fois. Donc, je ne crois, c'est très dur et c'est très grave. Et ça veut dire que à la Cour suprême, il y a une majorité de gens qui sont de droite ou d'extrême droite et qui pensent que les femmes sont des esclaves, hein, puisqu'elles sont juste bonnes à porter des enfants et qu'elles ne doivent pas décider si elles doivent porter des enfants ou pas. Donc c'est ça, ça équivaut à ça. Moi, je dis toujours, dire à une femme, t'as pas le droit d'avorter, ça veut dire, ben, c'est une esclave. Elle est l'esclave de son embryon dès qu'elle est enceinte. Elle est l'esclave des hommes qui l'ont mise enceinte. C'est pas possible, ça. Ou alors, ça veut dire qu'on est pour l'esclavage. Moi, je suis pas pour l'esclavage, tu vois. Donc, mais les États-Unis, c'est un grand pays. Hein. Il y a 50 États. Il y a énormément de gens qui font beaucoup de choses. Donc, ça va sûrement changer la dynamique. Pardon. La dynamique des soins à l'intérieur des États qui vont interdire l'avortement. Mais ça va aussi stimuler beaucoup l'imaginaire et puis les autres possibilités. Je te donne un simple exemple. La moitié des interruptions de grossesse aux États-Unis se font par médicaments. Ça veut donc dire que n'importe quelle femme, n'importe où, peut commander ces médicaments, samifégine, samifépriston, etc., et faire son interruption de grossesse sans que personne ne le sache. Plus les femmes vont être informées et sont informées de ça, plus il y a de réseaux qui distribuent les médicaments pour l'IVG, plus les femmes savent qu'il faut le faire très tôt, mais elles n'ont pas envie de le faire tard. Hein. Donc, ça va sûrement changer les choses, mais pas seulement dans un sens. Ça va changer les choses aussi dans l'autre. Il ne faut pas oublier que ce soit aux États-Unis ou en France, avant que ce soit légal, les femmes se débrouillaient quand même. Elles se débrouillaient des fois au prix de leur vie, mais enfin, il y avait aussi, mon père et les médecins de sa génération, c'est-à-dire dans les années 40 et 50, ils organisaient des réseaux d'IVG propres pour que les femmes ne meurent pas dans la communauté d'Alger. Bon, hein, donc... Tu posais la question des risques. Moi, comme je pratique des IVG, c'est vrai qu'on informe aussi les patientes que quand elles pratiquent une IVG, même si c'est, merci, si c'est comment dire, des médicaments, et même si c'est en début de grossesse, il y a toujours un risque que ça fonctionne pas, un risque hémorragique, etc. Et là où je soulève le fait qu'il puisse y avoir peut-être effectivement des réseaux de médecins militants, etc., des choses qui se mettent en place, ce qui m'effraie, c'est que finalement les personnes qui auront accès à ça, c'est souvent
des personnes qui auront peut-être un niveau de vie élevé, ou en tout cas de la communication dans leur famille ou avec leurs proches, etc. Et ce sera toujours au détriment, je pense, des minorités. Et Absolument. c'est ça qui est vraiment navrant, quoi. Quand les lois sont restrictives, elles s'appliquent d'abord aux minorités parce que c'est les personnes qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas les moyens de la contourner, qui ne connaissent pas les moyens qui permettent justement de ne pas avoir à la subir. Et c'est effectivement les gens qui ont le moins d'argent, qui sont le moins éduqués, qui sont le moins informés. Cela dit, encore une fois, on est dans un monde très particulier. Enfin, moi qui ai vécu dans un monde où il n'y avait pas d'internet du tout, je peux vous dire, c'est pas le même monde. Et ça, c'est pas pour ça que ça rend la vie facile à tout le monde, mais ça rend la vie plus facile à beaucoup plus de gens qu'avant. Et ce que vous faites quand vous faites de l'information comme ça, c'est précisément ce qui est le plus important. C'est de donner les pistes, c'est de dire, voilà, il y a telle chose et telle chose et telle chose dont vous pouvez disposer. Ce qu'on ne pouvait pas faire quand on était obligé d'aller demander au médecin. Moi, j'aime ce monde dans lequel on peut avoir de l'information médicale sans médecin. Sans être obligé d'aller chez le médecin, sans être obligé de se faire toucher, si on n'a pas envie d'être touché, sans obligé martyriser, tout ce que tu veux. Et j'avais une question du coup pour rebondir à ce que vous êtes en train de dire. Par rapport aussi, je pense que c'est aussi important d'informer certaines femmes qui ont peur en fait d'aller chez le médecin parce qu'elles ont peur de se faire manipuler. Elles ont peur de se faire attoucher. Il y a eu une affaire récemment qui a été médiatisée où il y avait un gynécologue qui du coup doigtait certaines femmes en fait. Au lieu de juste faire ce qu'il devait faire, il abusait sexuellement d'elles. Il y a eu des pénétrations. Il y a aussi dans le monde des réseaux sociaux, des médecins, etc., dont j'en reviendrai pas forcément dessus, mais qui aussi abusent de leur statut. Il faut aussi rassurer ces personnes-là et aussi dire à ces femmes qu'elles sont pas toutes seules. Et enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire en fait à ces femmes qui ont peur d'aller chez le médecin, d'avoir peur de se faire toucher et qui ont peur en fait du corps médical? La première chose, quand j'étais au centre de planification, je voyais des femmes entrer et elles posaient leur sac et elles se déshabillaient. Et la première chose que je disais, attendez, asseyez-vous d'abord qu'on discute, parce que il n'y a peut-être pas besoin que vous soyez examiné. Si vous voulez que je vous examine pour une raison très précise, bien sûr, mais il n'y a peut-être pas besoin de le faire. Moi, je dirais aux femmes, la première chose que vous faites, c'est que vous vous déshabillez pas. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait chez un médecin, c'est on rentre et on s'assoit. Et puis, la première obligation du professionnel de santé, c'est d'écouter pourquoi vous venez. Même si vous êtes une femme et que vous allez chez un gynécologue, parce que vous pouvez avoir 3000 raisons d'aller chez le gynécologue sans qu'il ait besoin de poser la main sur vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le code de déontologie, c'est-à-dire le code qui est dans le code de la santé publique, c'est-à-dire c'est dans la loi, dit très précisément, un médecin n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur un médecin, n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur vous sans votre autorisation. Alors, il y en a plein qui oublient ça. C'est écrit noir sur blanc. Et ça veut dire qu'ils ne savent pas lire en plus. C'est dommage, c'est embêtant. Pour des gens qui ont fait 10 ans d'études, c'est dommage qu'ils ne sachent pas lire. Donc, la première chose, c'est ça. Vous allez voir un professionnel de santé, vous lui exposez votre problème de santé, le professionnel vous fait des propositions, il fait des suggestions, il fait des suppositions, des fois, parce qu'il ne sait pas. Bon. Et s'il vous propose de vous examiner, la première chose que vous pouvez dire, c'est pourquoi? Parce que peut-être que ça vous paraît évident. Une femme qui va et qui a, je ne sais pas, mal au niveau de la vulve parce qu'elle sent une boule, bon, d'accord. On peut admettre qu'effectivement, le gars, il doit vous regarder avec sa loupe. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il est obligé de toucher. Ça ne veut pas dire ça. Des fois, c'est obligatoire, mais des fois, ça l'est pas. Mais il y a des choses qui tombent sous le sens, mais il y a des choses qui ne tombent pas sous le sens. Ok, pourquoi voulez-vous m'examiner? Qu'est-ce que vous entendez trouver par cet examen?
Et alors là, il y a deux choses. Il y a deux choses. Ou bien tu as quelqu'un qui te dit, ah bah, en fait, ce que je pense trouver, c'est telle et telle et telle chose. Alors là, vous pouvez y aller. Si la personne dit, comment, mais c'est moi le médecin, on prend ses affaires, on sort et on paye pas. On ne paye pas. On paye jamais une consultation qui n'a pas été faite. Jamais. Il ne faut jamais payer une consultation qui n'a pas été faite. Si c'est possible. S'il n'a pas été payé déjà avant d'entrer. Bon. Donc, d'ailleurs, vous devriez refuser de payer à l'entrée parce qu'on ne doit jamais payer à l'avance. Il n'y a que chez les médecins qu'on fait comme ça. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Hein. Tu rentres dans l'épicerie pour acheter des tomates, on ne te dit pas non, vous me payez les tomates d'abord. Non, on regarde ce que tu as pris comme tomate d'abord. Donc, tout ça, encore une fois, c'est du bon sens parce que vous ne perdez pas, vous, personne, de quelque genre, de quelque orientation, de quelque origine que vous soyez, vous ne perdez pas vos droits en rentrant chez le médecin. On nous a fait croire pendant longtemps qu'une fois qu'on rentrait chez le médecin, ben, le médecin il faisait un peu ce qu'il voulait. C'est médecin, il est un peu... Bon. Non, non, non. Donc, il y a un effort effectivement aussi à faire de la part du public, se disant, mais j'ai des droits, je ne perds pas mes droits en rentrant. Et ce sens aussi, il est à prendre en compte aussi chez les ados ou pré-ados qui auraient des questions à poser autour de la sexualité. Parce que pour le coup, ça va vraiment de soi qu'il faut dire voilà, aux jeunes filles ou aux jeunes hommes hein, qui souhaiteraient avoir des réponses qui peuvent venir consulter juste pour discuter, poser des questions qu'ils n'arriveraient pas à poser à la maison. Clairement. Bien sûr. Quand je faisais de la contraception au centre de planification, des fois, je voyais des mères qui me disaient « Ah, faudrait que je vous envoie ma fille. » Je disais « Non. » « Pourquoi, docteur ?» Je dis, ben, est-ce qu'elle veut venir, elle ? Non, mais je pense que... Non, non, non. Vous ne faites pas tripoter votre fille par un médecin dont elle ne veut pas. Si un jour elle a un problème et qu'elle veut venir, très bien. Et vous ne l'envoyez pas. Parce que ça suggère que... D'abord, ça suggère qu'il faut que les bonnes femmes voient le médecin tous les ans pour être sûr que tout va bien. Vous réfléchissez un peu à ce que ça veut dire. Ça veut dire, je suis une femme, donc je ne suis pas capable de dire ce qui va bien dans mon corps si je ne vais pas une fois par an chez le médecin. Wow! On dit jamais ça aux hommes. On dit jamais ça aux hommes. Donc ça laisse entendre que les femmes, elles sont tellement pas intelligentes qu'elles ne savent même pas ce qui se passe dans leur corps. What the fuck? Et je trouve aussi important de venir dire aussi que s'il se passe quelque chose qui paraît louche ou qui paraît suspect ou qu'une femme se sent toucher ou agressée ou même n'importe qui, qu'il faut aller voir la police. Voilà. Absolument, absolument, absolument. Si ce qu'on vous fait ne vous paraît pas normal, et si vous avez affaire à quelqu'un qui, 1, prend pas en compte votre sensibilité, 2, s'excuse pas, 3, vous prend de haut ou vous maltraite, alors effectivement, il faut aller voir les flics. Parce que c'est vrai, il y a deux choses, il y a deux aspects dans le fait d'aller porter plainte. Il y a quelque chose qu'on espère quand on va porter plainte, c'est que la personne qui a fait quelque chose sera punie. Et c'est vrai que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais il y a autre chose, qui est que quand on porte plainte, le type, il est prévenu qu'on a porté plainte. Il est obligé d'aller, si vous portez plainte au commissariat, le type contre qui vous avez porté plainte, il est obligé d'aller au commissariat lui aussi pour faire sa disposition. Donc c'est déjà et personne n'aime aller au commissariat. Personne. C'est sûr. Personne. Bon. Donc, il faut le faire ne serait-ce que pour ça. Dire, ah ouais, tu m'as fait passer un mauvais moment, bah tu vas voir, je vais t'en faire passer un moi aussi. Et tu as raison, il faut absolument pas se laisser faire. Mais il faut aussi garder ça à l'esprit que nous sommes tous et toutes des personnes dignes de respect. Et que la moindre manifestation de manque de respect, c'est un signal, c'est un red flag, comme on dit en anglais, un drapeau rouge. Quelqu'un qui te parle, un médecin, tu rentres chez un médecin, le médecin il te dit « Oh là là, vous avez 15 kilos de trop. » Bah, tu prends ton sac, tu sors, chute.
C'est pas, c'est, non, la manière dont on s'adresse à vous vous donne des indications. Et c'est vrai d'ailleurs dans toutes les relations sociales. Dès qu'on se met à vous dire des choses méchantes ou à se moquer de vous, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. Si ça vient d'un professionnel de santé, c'est pareil. C'est compliqué parce que il y en a beaucoup encore qui sont quand même très désagréables. Alors, il faut trouver les gens qui ne le sont pas, et ces gens-là, en général, ils ont beaucoup de travail, forcément. Mais c'est très important parce que c'est par cette sélection très lente que les choses vont se mettre à changer. Je pense que la jeune génération de médecins va œuvrer vraiment en ce sens. Enfin, j'espère que j'en fais partie. Mais voilà, le côté on travaille sur ces bureaux qui seraient très petits, être assis côte à côte, travailler sur la Mais, considération, etc. Je pense que c'est vraiment des choses qui viennent à nous un peu plus naturellement, j'ai envie de dire, que nos prédécesseurs. Je peux me permettre. mais surtout, ce qui est très important, c'est que quand vous faites ça, vous donnez des modèles nouveaux. C'est-à-dire que vous créez des modèles qui peuvent être mis en balance avec les anciens modèles qui, eux, sont les modèles qui avaient pignon sur rue. Et quand tu proposes une autre manière de faire et que tu dis, tu vois, moi je fais pas comme ça, mais les gens sont contents, ils sont rassurés, ils consomment moins de médicaments et moi je suis moins fatigué à la fin. On renforce l'alliance et ça, c'est hyper important en fait. Voilà. Puis encore une fois, on donne des modèles aussi aux plus jeunes qui arrivent. Parce que toi maintenant, tu es une jeune par rapport à moi, mais Mais je il y a vieillis. des plus jeunes que toi. Voilà. Ouais, Non, mais il y a des plus jeunes que toi. C'est-à-dire que les enseignantes d'aujourd'hui, c'est toi. ouais, tout Donc à fait. c'est important que toi, tu fabriques tes propres modèles pour donner d'autres exemples que ceux qu'ils ont subis à la fin. Quoi. Ouais. Et pour revenir deux petites secondes sur les plaintes, même si ça n'a pas d'impact, ça peut aussi aider en fait lorsqu'il y a un nombre, parce que du coup ça peut faire en sorte qu'une personne qui a eu une plainte, et ben, du coup puisse être prévenue de ce qui se passe, et s'il y a une nouvelle plainte, là les choses peuvent s'accélérer et les choses peuvent bouger en fait. Ça peut faire en sorte qu'il y ait d'autres victimes qui pourront bénéficier de cette plainte-là qui n'avait pas été traitée au départ, et que du coup pour l'autre sera traitée, même si on espère qu'il n'y a pas d'autres victimes. Voilà. Mm, mm. C'est une chose qui est importante à propos des plaintes. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les Brutes en blanc qui existe en poche et que vous pouvez trouver aussi dans les bibliothèques. À la fin, il y a tout un petit truc pour expliquer comment porter plainte. Pour porter plainte contre un médecin, on n'a même pas besoin d'aller au commissariat. Il suffit d'écrire une plainte au procureur de la République, l'écrire. Le procureur de la République, quand il reçoit une plainte, des fois il ne fait pas attention, mais quand il y en a 15 qui viennent et qui parlent du même médecin, là il fait attention. Bien sûr. Et t'as pas besoin d'aller au commissariat parce que encore une fois, quand les papiers s'accumulent, on se dit oh, il y a quelque chose là. Bien sûr. Est-ce que vous auriez un message à donner aux professionnels de santé qui pourraient nous regarder et aux patients qui pourraient nous regarder? Il y en avait plein de messages là, non? Oui, mais un message qui vous semble important enfin, un des plus Oh, importants, on va dire. je sais pas. Si je Je crois que devais, c'est. pardon. Vas-y, Laure, vas-y. Si je devais en dire un, je pense que les patients. Si je devais en dire un, je pense que les patients, enfin pardon, les patients, les soignants sont aussi des patients et peuvent aller mal. Si je devais en dire un ce soir, ce serait celui-ci tout simplement de consulter des pairs, de partager aussi. Voilà, l'hôpital public va très mal. Alors on a bien compris que c'était pas l'excuse, hein, évidemment. Mais je pense que voilà, si beaucoup abandonnent le navire en ce moment, c'est que peut-être qu'ils font un Bah choix oui. aussi qui est, voilà, ils sauvent leur peau, ils sauvent, voilà, on n'est pas des machines. Et je pense que voilà, faut vraiment pas minimiser quand on va mal. On n'est pas des super-héros, on peut pas, voilà, on n'est pas des robots. Donc je pense que si, voilà, le seul message que je voudrais dire, c'est aussi à notre niveau soignant d'en parler. Tout à fait. On peut pas soigner si soi-même on se soigne pas, Mm, sous mm. une forme ou sous une autre. Hein, moi, j'ai eu de la chance de pouvoir, entre guillemets, quand j'allais mal en tant que professionnel, trouver des gens qui m'ont aidé à me soigner.
Et j'aurais pas pu continuer pendant 25 ans si j'avais pas été soutenu. Ouais, bien sûr. C'est certain. Et quant au fait que tu disais, il y a des gens qui abandonnent le navire, ben, si c'est leur manière de sauver leur peau, il faut qu'ils sauvent leur peau. Parce que Mhm. ils sont pas responsables du navire qui coule. Ils n'ont pas construit le navire. Hein. Les professionnels de santé n'ont pas construit le navire qui est en train de couler. On les a mis dedans et puis on leur a dit débrouillez-vous. Mhm. Donc c'est vrai que c'est grave, mais c'est aussi peut-être une manière, et moi c'est ce que j'espère voir arriver, c'est aussi peut-être une manière de dire ben, on sort du navire, mais on se construit quelque chose, une oasis quelque part, qui va fonctionner autrement. Par exemple, les soins de santé primaire, au Québec, il y a tous les cabinets médicaux sont des cabinets collectifs. Les cabinets de médecine, il n'y a pas seulement de médecine générale, mais les cabinets de médecine collectifs où il y a des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, et ils ont des salles supplémentaires dans lesquelles, ben, par exemple, quand on veut un cardiologue, on va faire venir un cardiologue de l'hôpital qui va venir au centre médical pour que les gens soient pas obligés d'aller à l'hôpital. Donc, il y a plein de structures à inventer qui sont des structures de décentralisation, qui sont moins lourdes que les hôpitaux, qui peuvent, si les régions et les professionnels et le public font pression, qui peuvent s'installer, Mhm. se créer, et qui seront beaucoup plus adaptés aux soins, parce que c'est ça le problème, c'est que un hôpital, c'est important quand on a besoin de faire de la chirurgie lourde et des choses comme ça, mais pour les soins primaires, c'est-à-dire 80% des soins dont les gens ont besoin, on a besoin de ce qu'on appelle des professionnels de proximité, Mhm. des gens qui sont dans le quartier, quoi. Et, et moi, j'espère que c'est ça qui va se passer, c'est que petit à petit, les soins vont se décentraliser et qu'on va dire, ben oui, parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Bon, encore une fois, on a besoin d'hôpitaux, mais en plus, des structures comme ça, c'est ce qui forme le mieux à la médecine de premier recours parce qu'on est sur le terrain avec des gens de terrain et on s'occupe des patientes ou des patients de terrain. Et non pas de patients et de patientes qui sont très importants aussi, mais qui sont un peu exceptionnels, qui sont des gens qui seront hospitalisés, Mhm. qui ne représentent pas le reste de la population, qui ont besoin de soins spécifiques, mais voilà, la contraception, ça se fait pas à l'hôpital, quoi. La contraception, ça se fait en centre de planification, en consultation de médecine générale. Donc c'est ça aussi ça peut être une chance de passer à un système beaucoup plus ouvert et beaucoup plus diffus, quoi. Ouais, bien sûr. Et il y a aussi la problématique des déserts médicaux, où dans certains endroits en France, il n'y a pas de médecin en fait. Il n'y en a absolument pas. Et je pense que là aussi, il faudrait du coup encourager les médecins à aller dans ces campagnes ou dans ces régions où il n'y a pas beaucoup de médecins, parce que on a beaucoup vendu les grandes villes, mais je pense aussi que c'est bien en fait d'aller soigner ailleurs, parce que encore pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le but d'un médecin, c'est de soigner et c'est de guérir l'autre. Et on s'en fiche qu'il soit dans une grande ville ou dans une campagne. Après, peut-être que c'est très utopique de ma part de penser ça, et peut-être que dans les grandes villes, Non, c'est non, beaucoup mieux payé que dans les campagnes, je ne sais pas. non, non. Mais voilà. Non, non, c'est pas utopique parce que tu vois, par exemple, au Québec, où il y a des grandes villes, mais il y a aussi des zones immenses dans lesquelles il y a des toutes petites villes ou des hameaux, etc. Le système de santé consiste à créer des centres médicaux où il n'y a pas des médecins 365 jours par an, mais il y a des médecins par période, il y a des professionnels de santé, il y a des infirmières, mais il y a des médecins par période, il y a des professionnels de santé, il y a des infirmières, il y a des gens qui font de la radio, etc. Mais les médecins, ils y vont périodiquement et tous les médecins sont, en particulier les généralistes, sont susceptibles d'y aller 2 ou 3 fois dans l'année. C'est-à-dire 3 fois par an, ils font 15 jours dans le Ouais. dispensaire sur le lac, sur la baie James. Ça veut dire que c'est une décision politique. Parce que ici, les médecins savent qu'ils auront à faire ça. Dès qu'ils commencent. C'est pas optionnel. Il faudra qu'ils le fassent. Ça fait partie de leurs obligations. Et en France, on a un problème, c'est que les médecins, on a un service public de santé, mais les médecins sont tous formés comme des libéraux, c'est-à-dire comme des gens qui feront ce qu'ils voudront. C'est pas possible, c'est pas compatible. C'est un système de santé national, il faut que les médecins, ils se comportent comme des gens qui travaillent dans le service public.
Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient corvéables à merci. Ça veut dire qu'ils doivent remplir leurs obligations. Effectivement, Mais, pardon. vas-y. Prévenu en amont, c'est tout à fait envisageable. Mais le problème aussi politique qui se passe là, c'est que l'idée, c'est de forcer des Ah médecins oui. qui viennent de faire 10 ans d'études à aller dans une région sous-dotée. Et là, c'est difficile quand même. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis en plus, tu vois, un des problèmes des déserts médicaux, c'est que euh, un médecin, c'est jamais isolé. Ça a un compagnon, une compagne, parfois des enfants, parce qu'au bout de 10 ans, ça leur arrive d'en avoir fait. Donc, où tu vas les envoyer? Tu vas les envoyer dans un lieu où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de boulot pour la personne avec qui ils vivent. Parce que la personne avec qui ils vivent, elle s'est trouvé un boulot, elle n'est peut-être pas médecin, elle s'est peut-être trouvé un boulot en ville. Et comment tu lui fais faire 500 km pour... Donc c'est un problème qui est compliqué et qui ne peut pas être réglé si précisément on ne l'anticipe pas dès le début. Alors moi, je donne toujours l'exemple suivant, c'est que aux États-Unis, où les études de médecine sont extrêmement coûteuses, il y a des régions sous-dotées qui disent à des étudiants en médecine, si vous vous engagez à venir travailler 5 ans chez nous quand vous avez fini, on vous paye vos études. Alors il y avait une télésérie comme ça qui s'appelait Bienvenue en Alaska, l'histoire d'un jeune médecin de New York qui est envoyé au fin fond de l'Alaska. C'est une très chouette série. Si vous l'avez pas vue, il faut la regarder. Et voilà, il est engagé pour 5 ans. Mais il le savait depuis le départ. C'est-à-dire que je dis bon, très bien. Et on pourrait faire ça en France, parce que la France, c'est pas les États-Unis, du coup, c'est pas 7000 km de diagonale, ou 10 000 km de diagonale. On pourrait très bien faire ça, c'est-à-dire en disant, voilà, vous faites vos études de médecine à la faculté de médecine de Lille, on va financer vos études de médecine, mais pendant les 5 ou 7 ans qui vont suivre votre diplomation, vous allez exercer dans le département, enfin dans la région en tout cas. Vous avez pas le... Bon, c'est correct, c'est un prêté pour un rendu. En France, c'est pas fait comme ça. En France, d'abord parce que pendant très longtemps, les étudiants en médecine, ils venaient des milieux les plus riches, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient aller s'inscrire à droite, à gauche. Il devrait y avoir aussi beaucoup plus de contrôle sur où tu vas faire tes études de médecine. C'est pas logique que des gens qui, qui viennent d'une fac, viennent d'une région, aillent tous à Paris ou aillent tous dans le sud de la France. Non. À la rigueur, on devrait faire des tirages au sort pour que les gens se répartissent si on veut absolument que ce soit équitable. Mais ça ne devrait pas être lié simplement à tes possibilités financières, aux possibilités financières de ta famille. Parce que précisément, ça crée des élites, donc des gens élites. Et tout le reste. Donc c'est un problème politique compliqué qui nécessiterait véritablement d'avoir au pouvoir un groupe de gens qui se disent, bon, on veut un vrai système de santé en France. Le vrai système de santé, c'est quoi? C'est un système qui sert la population. Si les médecins veulent, si les gens qui veulent s'engager en médecine veulent servir la population, on les prend. Si ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent, ben non, on va leur dire, écoutez, allez devenir autre chose, mais vous n'allez pas vous faire de l'argent sur le dos de la population. C'est vraiment un problème politique. Pour finir avec ce live qui, pour moi, m'a hyper intéressé, j'espère qu'il intéressera toutes les personnes qui l'auront vu. Vous avez des actualités? J'ai vu qu'il y avait un livre, une BD qui est sortie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, alors il y a l'adaptation. Je vais la raconter dans la BD. Donc la BD raconte à la fois son histoire et puis la mienne. Il fallait que je vous le dise. Puis après, elle avait lu Le Cœur des femmes. Donc après, on en a parlé. Elle me dit, mais j'aimerais bien adapter Le Cœur des femmes. Donc elle l'a fait. Elle a fait une adaptation formidable. Et c'est c'est un roman graphique qui parle de la manière dont une jeune médecin qui était très masculinisée, disons, sur le plan de la pensée, se met à redevenir une personne plus attentive au contact des femmes. Qui était pleine de préjugés, justement. Préjugés, oui.
Ouais. C'est c'est vraiment, c'est très beau. Moi, Mm. comment dire, quand je la lisais, parce qu'elle m'envoyait les planches au fur et à mesure, elle me, parce qu'elle était retournée vivre en France, mais elle m'envoyait les planches au fur et à mesure, les crayonnés, le machin, tout ça. Et des fois, je pleurais, je regardais, tellement c'est beau. C'est vachement bien. Vachement une grande, et elle a beaucoup de succès, et je suis très content parce qu'elle le mérite, hein. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Super. On invite toutes les personnes Mais à aller je crois l'acheter, à qu'on le a, lire. je crois que t'en as parlé, Laure, hein, Ouais, dans j'étais une vidéo. effectivement aussi très touchée par ce livre et ouais, j'invite vraiment, voilà, c'est que les personnes intéressées à lire soit le roman, soit la BD, mais c'est vrai que ça ouvre l'esprit aussi sur la façon dont se passent les consultations. Voilà, les gens sont tellement différents. Je trouve que c'est très réaliste en fait. Je trouve ça très chouette. On en a beaucoup parlé. Elle a bossé beaucoup, hein, je veux dire, elle m'a beaucoup, je sais pas, mais tu sais, même pour juste une case dans laquelle elle met des instruments médicaux, elle m'a dit, il faut que tu me dises si c'est correct. Donc c'est quelqu'un qui a un sens du détail extrêmement poussé. Et, non, non, c'est vraiment, c'est du beau travail. Je veux dire, si j'avais su dessiner, j'aurais pas pu faire mieux. J'aurais Super. peut-être fait aussi bien, c'est pas sûr, mais j'aurais pas pu faire mieux, c'est sûr. Non. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Je pense que Merci. ça aurait intéressé énormément de personnes et en 1 heure, c'est compliqué de tout aborder. Peut-être qu'on en refera un si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on a pris du Bien plaisir, je sûr. pense, avec Laure de faire ce live. Oui, merci mille Euh, fois. C'était un bon moment partagé. Merci beaucoup. merci à vous deux. Alors, je suis pas aussi habitué à Instagram qu'à d'autres plateformes. Est-ce que la vidéo sera quand même en ligne? C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas là pourront la regarder? Oui, tout à Normalement, fait. oui. En fin d'enregistrement, on garde un replay qui est disponible sur nos comptes. Ouais, donc on pourra Très tout bien, revoir. très bien. Bon, N'hésitez pas parfait. d'ailleurs à commenter, à mettre des questions si vous en avez. Et moi, je n'hésiterai pas à y répondre. C'est vraiment intéressant que ce soit interactif, qu'on ait des partages d'expériences. Et du coup, bah, Merci à tous les deux. Oui, vas-y, excuse-moi. non. Mais du coup, je vous laisse donner vos réseaux sociaux pour que les gens puissent aller vous suivre. Bah, je commence par. Ah ben, moi j'ai un compte Twitter, Martin Winkler, et puis j'ai aussi un compte Instagram, Martin Winkler, sur lequel je poste de temps en temps, pas beaucoup, mais un peu. Mais le compte Twitter, et puis j'ai une page Facebook aussi. Donc voilà, Facebook, Instagram, Et Twitter. moi, je suis sur Instagram et TikTok, puisque je parle pas mal aux ados aussi, et j'aborde la sexualité notamment. C'est vrai que finalement, je trouve ça aussi bien de former la jeune génération. Et mes vidéos de prévention et de vulgarisation, vous les trouvez sous le nom de la chaîne qui s'appelle Le Cœur Net. Et sinon, vient de paraître un livre qui s'appelle Devenir papa pour les nuls, puisqu'il faut aussi s'adresser au papa. Donc, chez First, c'est en coécriture. Donc, voilà, vous le trouvez en librairie aussi. Et moi, c'est Yana encore, Yana tiré du bas encore sur tous les réseaux, enfin surtout sur tous les réseaux YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, partout. Et je fais pas mal de vidéos de sensibilisation sur toute forme de discrimination. Et également, je parle de mon expérience en tant que patient. Voilà. Et je fais mes lives avec Laure sur Facebook. Bravo, Yana, merci beaucoup. Bah, merci à vous, Euh, Et vraiment. puis, à très merci à bientôt. tous les deux. À bientôt. À Merci. bientôt. Portez-vous.